Vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que vous avez décidé de la regarder. Mais pourquoi vous avez pris cette décision et pas une autre? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Quelles sont vos motivations profondes? D'ailleurs, si je devais parier, je dirais que moi, vous avez lancé cette vidéo parce que le sujet vous intéresse. Ou encore parce que vous êtes abonné et que vous avez reçu une notification. Ou parce que quelqu'un vous en a parlé. En tous les cas, c'était une décision facile. Vous n'avez pas eu besoin de votre instinct, de votre intuition. Vous n'avez pas eu besoin non plus de dessiner un tableau avec des pour et avec des contre. Mais bon, regarder ou pas une vidéo, c'est une petite décision sans conséquence. Mais comment fait-on lorsqu'il s'agit d'une décision importante? Quand doit-on choisir entre plusieurs options qui auront tout un impact sur sa vie de famille, sa carrière ou encore ses investissements? Et là, c'est une autre histoire. Là, on doit s'assurer de prendre de bonnes décisions ou en tout cas de réduire au maximum la part de chance. Et pour ça, il existe une méthode, et pour la connaître, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur la chaîne de Facilogie. Il y a deux paramètres qui influent sur votre vie, deux seulement, la chance et les décisions que vous prenez. La chance, par définition, on l'a subie, c'est une variable qu'on ne contrôle pas et avec laquelle on est obligé de vivre. En revanche, nos décisions, elles nous appartiennent pleinement. C'est nous qui les prenons et c'est nous qui les assumons. Une fois que j'ai pris d'ailleurs une décision, peu importe le résultat, il faut que je l'assume. Et c'est ce qui fait que prendre une décision importante, en vrai, c'est très difficile. Faire un choix, c'est simple. Le problème, c'est d'être ensuite en accord avec ce choix. Si je préfère manger le burger plutôt que la salade, je fais le choix du plaisir immédiat, mais est-ce que j'ai vraiment conscience des conséquences de ce choix sur le long terme? Je vous le dis tout de suite, c'est non. Mais, parce que nous sommes humains, on est très mauvais pour visualiser des effets à long terme. Au hasard d'ailleurs, le réchauffement climatique, tiens. Alors, quand on parle de prendre des décisions complexes, qu'on veut avoir des conséquences sur notre vie, c'est super important de se donner les outils pour évaluer les futurs effets positifs et négatifs, et donc ainsi faire le bon choix. Par exemple, se marier, faire des enfants, ce sont des choix forts qu'on porte une grande partie de son existence. Créer son entreprise aussi, développer son business, ce sont des choix très forts. Si on veut les assumer pleinement, il faut s'assurer d'avoir pris la bonne décision en laissant le moins de place possible à la chance. On veut pouvoir se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en suis arrivé là, c'est le résultat de mes décisions. Et donc en fait, prendre de bonnes décisions, c'est juste une façon d'augmenter ses chances d'obtenir des résultats positifs à long terme. Dans le travail, dans la vie de famille, ou pour épargner ou investir. Et tout le problème, c'est le processus de décision. Tout le problème, c'est de savoir comment on fait un bon choix plutôt qu'un mauvais choix. J'insiste là-dessus parce que toute personne normale va mettre en place un système qui va l'aider à prendre une décision importante. C'est parfois conscient et parfois pas du tout. Mais c'est quasiment toujours le cas et on le fait presque tous. Mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, désolé, mais non. On va revenir à la question comment on prend une décision. Si vous êtes 99,9% de la population, vous utilisez l'une des deux méthodes les plus courantes. Vous faites confiance à l'inconscient ou alors vous faites un tableau avec une liste de pour et une liste de contre. Et là, je dois dire bravo parce que les deux solutions sont fausses. Vous voyez, ces deux méthodes, on va les voir un peu plus près. Prenons la première méthode qui est le choix de l'inconscient. Les décisions, on a tendance à les prendre au doigt mouillé, autrement dit un peu au pifomètre. Oui, pour la plupart, on fait confiance à son instinct et non à son intuition. Le truc, c'est que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. C'est quoi la différence entre l'instinct et l'intuition? C'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose. L'instinct, c'est un peu comme un réflexe, un code de conduite qu'on a en nous et qui se déclenche quand ça chauffe. C'est grâce donc à l'instinct que nos ancêtres ne se sont pas fait bouffer à l'époque et qu'ils détalaient comme des lapins au moindre bruit suspect. Alors que l'intuition, c'est cette petite voix qu'on a dans la tête et qui nous guide quand on est perdu. Elle vient de loin pour nous dire « fais ceci ou fais plutôt cela » ou alors « n'écoute pas cet idiot qui t'est dit d'accélérer alors que tu devrais ralentir ». Pour bien comprendre d'ailleurs la différence, on peut dire que l'instinct, c'est ce qui fait que Robinson Crusoe survit tout seul sur son île. Alors que l'intuition, c'est ce qui fait que Dr House comprend tout de suite qu'il y a un truc qui cloche dans le diagnostic du patient. Mais bon, globalement, pour notre analyse, ça revient à peu près à la même chose. Intuition ou instinct, on laisse donc son inconscient pointer une décision ou une autre en pensant que c'est la bonne.
Sauf que niveau certitude, ça vaut pas mieux que lancer un dé et c'est du 50-50. D'ailleurs avec à la clé un énorme taux d'échec. Parce que 9 fois sur 10, l'intuition et l'instinct c'est surtout trompeur et ça revient à chercher la réponse dans une boule de cristal. Attention, je ne dis pas que ça ne marche jamais. Des fois l'instinct ça change tout. Quand on est en danger, dans un environnement hostile. Mais bon, quand on doit décider d'embaucher ou non un collaborateur ou de placer son argent sur un livret A, ou un livret donc, de développement durable, autant dire qu'on a plus de chances de trouver la bonne réponse en jouant à pile ou face. Donc pour l'intuition, c'est un peu différent. Avec l'intuition, on peut arriver à prendre de bonnes décisions si on a de l'expérience. Et j'insiste bien sur l'idée d'expérience. Tous les jours, il y a des gens qui prennent des décisions importantes en faisant confiance à leur intuition pour d'excellents résultats. Imaginez un pompier qui décide d'entrer dans une pièce sans trop savoir pourquoi et qui trouve une personne inanimée sur le sol. Ou un médecin qui sent que son patient a un problème sérieux, même si les examens ne montrent rien, et qui va le pousser à faire encore un test qui lui va se révéler positif. Vous voyez, dans ces cas, l'intuition peut faire la différence entre la vie et la mort. Mais ce super pouvoir, il vient quelque part de l'expérience, de l'habitude de gérer une situation donnée. Sauf que ce n'est pas un outil, ni un processus qu'on peut étendre à tout le monde, au sens où son usage n'est pas fiabilisé. Si l'intuition dépend de l'expérience, elle ne peut pas être utilisée par n'importe qui et dans n'importe quelle occasion avec des résultats équivalents. D'ailleurs, en réalité, ce n'est efficace que dans une poignée de cas et uniquement pour certaines personnes. Mais au quotidien, pour le commun des mortels, ça ne marche pas. Et ça peut même devenir un piège. On va prendre un exemple très simple. Vous avez l'intuition qu'il faut absolument créer un site web professionnel et lancer un blog. Cette intuition, elle ne vient pas de l'expérience, mais du fait que vous avez lu ça quelque part ou qu'on vous en a parlé. Et c'est plutôt une bonne décision, c'est vrai. Sauf que cette décision, vous ne l'avez pas mûrie. Elle n'est pas basée sur des arguments concrets. Et en vrai, vous ne savez pas pourquoi et quoi faire de ces outils. Vous vous retrouvez donc avec un site web et un blog, ok, mais pas de contenu, pas d'offres à communiquer, pas d'objectif à atteindre. C'est tout le problème de l'intuition. C'est pratique pour prendre une décision, mais on n'a pas tous les éléments en main pour soutenir le choix qu'on vient de faire. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment fait le choix. On s'est imposé sans qu'on y réfléchisse. Le truc, c'est que notre cerveau d'Homo sapiens, il a un mal fou à évaluer l'ampleur de tout ce qu'il ne sait pas. On a tendance à surestimer le niveau de ses connaissances et sous-estimer le niveau de son ignorance. Donc à faire confiance à son instinct et à son intuition, alors qu'en fait on est comme Jon Snow, on ne sait rien. Le choix donc par l'argumentation, c'est la deuxième méthode et c'est ce qu'on appelle l'auto-argumentation. C'est tout simple, on dresse une liste des pour et des contre. A priori, on tient une technique excellente parce que pour chaque option, on peut comparer les éléments positifs et négatifs qui pèsent sur la prise de décision. C'est simple, c'est carré, et surtout c'est empirique. On s'appuie sur la connaissance qu'on a du sujet et pas sur de la poudre de perlimpinpin. Pour chaque option, on fait une colonne avec donc le pour, une colonne avec le contre, et tac, on décline les arguments. Je suis sûr que vous avez déjà tous fait ça, et même pour des décisions pas si fondamentales que ça. Que celui qui n'a jamais joué au pour et pour contre avant d'accepter d'aller dîner chez sa belle-mère me jette la première pierre. Ce qui est intéressant, c'est que les études en psychologie montrent qu'avec cette méthode, on est globalement plus satisfait de sa décision. On a l'impression de l'avoir mieux prise. Sauf qu'on a deux problèmes. Le premier problème, c'est les arguments qu'on utilise sont ceux qui viennent à l'esprit naturellement. Ce qui exclut beaucoup de possibilités. Soit parce qu'on ne pense pas à toutes ces autres possibilités au moment de faire l'exercice, soit parce qu'on les ignore complètement. Par exemple, est-ce qu'il faut ou pas créer un blog ? Vous faites une liste d'arguments, mais cette liste, elle ne prend en compte que les avantages et les inconvénients que vous connaissez. Tous les pour, on a, par exemple, gagner en visibilité sur le web, montrer son expertise. Dans les contre, on a beaucoup de travail à produire pour produire des contenus, des résultats qui prennent du temps, ok ? Mais à ce stade, vous ignorez qu'un blog peut aussi améliorer la notoriété, générer des contacts, convertir des visiteurs en renvoyant vers des formulaires ou fidéliser encore des clients. C'est normal puisque vous ne les connaissez pas, ces arguments ne vont pas apparaître dans la colonne des pour. D'ailleurs, pareil pour les contre. Un blog, c'est beaucoup de travail, sauf si vous déléguez sa gestion à des professionnels du marketing et hop, on peut barrer cet argument. Tout ça pour dire que l'auto-argumentation est toujours limitée par ce qu'on connaît d'un sujet. Moins on en sait sur ce sujet et plus on risque de faire des listes qui n'ont aucun sens et donc de prendre des décisions biaisées. Autre problème, chaque option ou argument dans la liste a le même poids relatif que tous les autres. Dans la colonne des pour, tous les arguments se valent, idem pour la colonne des contre.
Mais sauf qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça. On prend forcément en compte l'impact de chaque issue possible ou de chaque argument. On comprend bien que tourner à gauche, tourner à droite ou aller tout droit en voiture, ça n'a pas la même valeur si vous savez que tourner à gauche nous fait tomber dans l'eau et qu'aller tout droit nous renvoie directement contre le mur. Dans une situation de risque, les pour et les contre ne peuvent pas avoir le même poids, étant donné que la conséquence est potentiellement disproportionnée. Est-ce que je dois sauter cette falaise pour plonger dans l'eau de 20 mètres plus bas? Le contre, je risque de perdre la vie parce que je sous-estime mal la profondeur de la gravité et la gravité du choc. Et puis, sans commune mesure, avec le pour, je vais pouvoir crâner devant les fils. Donc, non seulement cette liste ne nous dit pas, en tout cas ne nous dit rien du poids de chaque option, mais elle ne nous renseigne pas non plus sur la probabilité de la réalisation de chaque hypothèse. Sauf que toutes ces options n'ont pas la même probabilité de se réaliser. Et ça, on doit le prendre en compte dans la décision. Imaginons, vous envisagez d'embaucher 2 nouvelles personnes. Dans les contre, vous intégrez le risque d'un recul du marché qui rendrait cette décision lourde à assumer financièrement. Mais c'est quoi la probabilité du marché qui recule? Est-ce que cette probabilité est extrêmement faible, acceptablement faible, ce qui rend donc la décision bonne à prendre? Ou est-ce qu'au contraire elle est fortement élevée ou relativement élevée, ce qui rend la décision mauvaise à prendre? Vous voyez? Donc en ajustant un tout petit peu les probabilités, la balance penche plutôt facilement d'un côté ou de l'autre. Bref, vous l'avez bien compris, toutes ces limitations font que le principe d'une liste n'est pas adapté aux décisions vraiment importantes. Ces deux méthodes, l'inconscient et l'auto-argumentation, sont parfaites pour les petites décisions du quotidien. Boire du thé, du café, enfiler une chemise ou un sweatshirt, ou encore imaginer manger chinois ou italien. Mais dès qu'on parle d'une décision complexe avec un enjeu important, la carrière professionnelle, la famille, l'épargne pour la retraite, eh bien, ça ne suffit plus. Il faut adopter une autre méthode beaucoup plus rigoureuse. Il faut s'équiper d'un outil pour prendre une bonne décision ou essayer de s'en rapprocher au maximum. Non, cet outil, ça n'est pas une boule magique. C'est quoi cet outil pour prendre de bonnes décisions? Avant tout, il faut comprendre le processus de décision. Comment est-ce qu'on choisit une option parmi d'autres? D'abord, il y a la finalité. Pourquoi est-ce qu'on peut prendre une décision? La réponse est pour atteindre un objectif et ou obtenir un résultat. Le but du jeu, c'est donc de choisir l'option qui nous rapprochera le plus possible de cette finalité, que ce soit l'objectif ou le résultat. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'évaluer les options? Parce que les conséquences sont associées à une part de chance et qu'on ne peut pas savoir avec certitude ce qu'il va se passer. Donc faire un choix, c'est prendre l'option qui augmente la probabilité d'une issue positive sans pour autant être certain du résultat. Ça veut dire qu'on doit éliminer de l'équation l'idée de certitude. On ne prend jamais une décision en étant sûr et certain du résultat. On ne fait que choisir parmi des probabilités. Déjà, ça calme pas mal. Il faut donc accepter qu'on ne maîtrise pas tout, même quand on prend une décision fondamentale. Mais faites-moi confiance, ça aide quand même à avoir l'esprit très clair. Maintenant, on va prendre le problème par un autre bout. Comment on sait qu'une décision a été bonne ou mauvaise? On est d'accord pour dire que la qualité d'une décision dépend du résultat obtenu. Si le résultat est positif, alors on a pris une bonne décision. Si le résultat est pourri, alors c'est qu'on a pris la mauvaise décision. Sauf que c'est une vision fausse. On confond le résultat et la qualité de la décision. Le truc, c'est qu'une excellente décision peut aboutir à un résultat négatif. Rappelez-vous que le facteur chance joue un rôle. Si vous décidez d'investir une partie de vos économies dans une entreprise qui font de l'intelligence artificielle, c'est plutôt une bonne décision a priori. Parce que vous savez que depuis ChatGPT, le secteur de l'IA s'emballe complètement. Mais si la tendance se retourne et que vous perdez votre investissement, eh bien, le résultat négatif vous donnera l'impression que votre décision initiale était mauvaise. Et à l'inverse, une mauvaise décision peut aboutir à un résultat positif. Si on ne regarde que le résultat de la décision, on commet une grave erreur d'analyse. On est tenté de donner de la valeur à une très mauvaise décision parce que, d'une façon ou d'une autre, elle aboutit à un excellent résultat. De la même façon, on a tendance à moduler la part attribuée à la chance en fonction du résultat. Et si vous avez investi dans des actions et que le marché s'est écroulé, vous allez accuser la malchance. Vous avez pris la bonne décision à la base, mais les circonstances ont joué contre vous. Mais si vous avez investi dans ces mêmes actions et qu'elles ont doublé de valeur, vous avez plus qu'à vous féliciter d'avoir pris la bonne décision en laissant à la chance qu'un tout petit rôle. C'est donc votre instinct ou votre expérience qui vous aura permis d'obtenir ce résultat.
Alors qu'en réalité, dans les deux cas, la chance a joué le même rôle. Alors comment fait-on pour déjouer ces biais? Comment on fait pour combattre notre propre cerveau qui veut nous faire prendre une décision en s'appuyant sur de mauvaises méthodes? Ce qu'il faut, c'est rationaliser. Pour ça, on utilise la technique de l'arbre de décision. C'est quoi ce truc-là? Bon, c'est un truc assez simple. Ça veut dire que pour chaque décision importante qu'on prend, on envisage toutes les issues possibles et raisonnables. Je dis raisonnable parce qu'un miracle ou une intervention extraterrestre sont des éventualités tellement improbables qu'elles ne méritent pas d'être intégrées au processus de décision. Donc on les élimine. Sur cet arbre, chaque branche correspond à une issue possible. Elle est peut-être plus ou moins positive ou négative. Par exemple, si je veux investir dans l'intelligence artificielle, je vais avoir, mettons, 5 issues possibles. Très favorable, c'est-à-dire que les actions ne font que monter pendant un an et je génère des intérêts en continu. L'autre issue, ça serait favorable. Le marché est plutôt haussier, les intérêts générés sont moins, mais comme ils montent doucement et de façon continue, j'ai tout intérêt à laisser mon capital plus longtemps. L'autre issue, ça peut être du neutre, le marché ne bouge pas du tout. Défavorable, alors là, ça peut être par exemple le marché est plutôt baissier, mais les pertes sont acceptables, je garde mes actions en attendant une remontée. Et puis enfin, très défavorable, le marché a dévissé et la valeur des actions a été divisée par 2 ou par 3. J'ai perdu une partie de mon capital, j'ai tout intérêt à revendre pour éviter plus de pertes. Une fois qu'on a posé toutes les issues possibles, on les classe par ordre de préférence. Mais quelle est l'issue que vous espérez le plus et celle que vous jugez la pire? Celle qui se situe entre les deux. Ici, c'est assez facile parce qu'on a un arbre de décision basé donc sur des solutions assez binaires. Il y en a des bonnes et des mauvaises. Donc la préférence va à l'issue très favorable, puis à l'issue favorable, mais on pourrait rajouter en troisième position l'issue défavorable parce qu'on connaît le marché et qu'on sait qu'après une faible baisse, on a de fortes chances de remonter beaucoup plus forte. Tandis que s'il ne bouge pas du tout, ça veut dire qu'on ne perdra rien, mais qu'on ne gagnera rien non plus. Et en dernier, on a l'issue très défavorable. Ce classement, il est forcément très personnel. Ici, on prend un exemple concret et plutôt objectif, investir ou pas dans un type d'action. Mais quand le choix à faire est associé à des problématiques intimes, là, on est seul concerné. Donc à cette étape, on clarifie ce qui est important et ce qui l'est moins. Ensuite, on va estimer la probabilité associée à chaque possibilité. Alors ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est l'étape la plus compliquée. Parce qu'on a un cerveau qui galère avec les probabilités. C'est juste un truc qu'on ne sait pas faire naturellement. En plus, c'est très difficile d'estimer l'impact d'une option pour laquelle on n'a aucun contexte. Pour y arriver, on se base sur les connaissances qu'on a de l'événement et on essaye de déterminer les informations qu'on pourrait obtenir pour compléter son savoir. Pour investir dans l'IA, mettons, on va d'abord aller s'informer sur les sociétés qui travaillent dessus. Ensuite, on va prendre la température du marché, écouter les experts, et c'est seulement ensuite qu'on pourra assigner des probabilités. Si c'est plus simple, vous pouvez aussi hiérarchiser donc les possibilités en leur attribuant un adjectif plutôt qu'un chiffre. On pourrait dire par exemple certain, possible, probable, rare, impossible, etc. Reprenons maintenant nos issues possibles. Après quelques recherches, on estime les probabilités de la façon suivante. Le très favorable, 15%, le favorable, 35%, neutre, 0, défavorable, 35%, et puis le très défavorable, 15%. Ça veut dire qu'on estime que le marché boursier de l'IA va bouger, mais dans des limites raisonnables. Il y a peu de chances pour qu'il reste haussier sur le long terme et peu de chances qu'il s'écroule complètement. Le plus probable, c'est donc que le marché évolue en oscillant. Parce que d'un côté, on a le coup de pub fait par OpenAI avec ChatGPT et de l'autre, on a les grandes annonces d'investissement massifs dans l'IA. Mais de l'autre, on a aussi les grands bonnets de la Silicon Valley qui s'inquiètent et qui demandent une petite pause sur la recherche sur l'IA. Donc une alternance d'attractivité, de méfiance, ce qui favorise des issues raisonnables. Enfin, on a décidé que l'immobilité du marché n'a aucune chance d'arriver. Et maintenant, roulement de tambour, quelles sont les bonnes décisions à prendre? Eh bien, c'est assez facile, on choisit l'issue qui nous semble la plus probable. Le marché donc devrait soit monter raisonnablement, soit descendre raisonnablement, et au final, on ne prend pas trop de risques à investir dans l'IA. Il n'y a plus qu'à acheter des actions. Vous voyez comment l'arbre de décision m'a amené dans une direction spécifique et assez rapidement. Ça en fait un outil simple pour améliorer la qualité de vos décisions, à condition de ne jamais négliger la part de chance.
Mais attention, l'arbre de décision n'est qu'un outil, et comme tout outil, il faut savoir l'utiliser de la bonne manière, mais aussi au bon moment dans le bon contexte. Oui, parce qu'il y a un contexte plus favorable que d'autres à la prise de décision. Et ça, c'est à vous de le créer. Il faut pouvoir se laisser du temps, de la réflexion, prendre du recul nécessaire, baigner dans une énergie positive, s'entourer des bonnes personnes. Aussi, choisir donc le bon moment, c'est quand on n'est bien sûr pas crevé ou débordé, parce que ça, c'est le moment où on prend les moins bonnes décisions. Et ça, c'est pas possible. Il faut donc poser les options aussi dans la durée. Si je choisis telle ou telle issue, qu'est-ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et enfin, donner le temps à la réflexion, mûrir, envisager les différentes options, les mettre de côté, y revenir plus tard, bref, penser moins, mais penser mieux, pour ensuite prendre la bonne décision et passer à l'action. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arbre de décision? Est-ce que ça vous semble un bon outil? Est-ce que vous aussi, vous employez ce processus de décision? Dites-le nous juste en dessous dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogie. À bientôt les amis.